Bonjour et merci de prendre rendez-vous avec l'actualité tous les matins sur les médias leaders True TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité, 4e et avant-dernière convocation de la semaine. C'est une émission que vous pouvez également suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président du tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à Juge Bougma. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour Madame, Messieurs. Pour beaucoup de spécialistes, la corruption est pour l'économie ce que le sida est pour la santé, un véritable frein au développement, et ce n'est pas le RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption, qui nous dira le contraire. Une structure qui a lancé depuis hier cette journée nationale de refus de la corruption. Son secrétaire exécutif est notre convoqué du jour, Sarado Nakanago. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ouedraogo, bonjour au tribunal, juge Bougma. Bonjour. Et merci de l'invitation. Alors, l'audition avec le juge Bougma, c'est après cette première virgule, les avant-propos. Juge Bougma, vous avez la parole. Merci Président. Le premier avant-propos, c'est pour m'incliner devant la mémoire de Roger Nikema qui n'est plus. Donc, c'est un grand homme de radio qui a pris une retraite bien méritée, qui a fondé également une radio, la radio Salankoloto, et qui fait partie également de ces personnes-là qui avaient lancé le concept de l'homme de l'année. Donc, qui à un moment donné, effectivement, a bien pris au Burkina par rapport à cela. Donc, homme de radio qui tire sa révérence, en tout cas, toutes nos condoléances à sa famille. Et en tout cas, il a légué également un héritage en créant des émules, en formant les jeunes et en offrant aussi l'opportunité à travers l'outil que Radio Salankoloto pour que les uns et les autres puissent s'exprimer. Donc, je m'incline devant sa mémoire. Et puis, nous, jeunes qui sommes dans le milieu, c'est dire que nous avons récupéré le flambeau. Nous travaillons avec ce flambeau-là comme on peut, avec nos forces et nos faiblesses, comme eux également, ils l'ont fait avec leurs forces et leurs faiblesses. Et nous pensons également impacter plus parce que c'est aussi ça la relève. Donc beaucoup de courage à sa famille biologique et aussi beaucoup de courage au personnel de la radio Salankoloto et à toute la presse burkinabé. Second avant-propos, hier c'était la prise de contact à Kossiam. Le Premier ministre a lâché un mot, une phrase qui de mon point de vue est très importante, c'est de dire la réduction des parrainages à leur strict minimum. Effectivement, il y a des événements et des activités qui intéressent des ministères. Dans ces conditions, si le ministre n'est pas présent, ça peut poser un problème. Ou qui nécessite la présence du chef de l'État. Si on prend le SICOT, ça c'est le salon du coton à Koungou, c'est un haut niveau parce que nous voulons valoriser la production locale. Et il faut un cachet solennel. Il faut un cachet solennel. Que le chef de l'État y soit, je n'ai pas de problème avec ça. La journée de l'arbre, par rapport aux questions environnementales, le ministre ou le chef de l'État y est, par rapport au cachet qu'on veut donner sous la protection de l'environnement et tout, je pense que ça mérite d'être soutenu. Mais pour les activités des jeunes ressortissants de Gassan dans le Mouhoun, ou bien les 72 heures, les 96 heures des femmes de Rinkieta ou de Karpala, vraiment, je les aime bien, mais c'est bon, mais c'est pas arrivé. Parce qu'à l'échelle province, c'est même pas province, commune, à un moment donné, vous ne voyez même pas l'impact de l'activité. Quelques tentes dressées sur un espace vide, avec des autorités et des badauds, des bambins agglutinés juste parce que, et puis après, on passe à autre chose. On se distribue des billets des banques et puis on passe à autre chose. Mais l'impact de l'activité en lui-même, vous ne voyez pas. Pas d'impact. Donc, voyez, on a réfléchi à la femme et puis on est passé à autre chose. Il y en a qui arrivent à mettre des compétitions qui priment par moment, à travers des courses cyclistes ou des choses. Ça même déjà, ça va un peu parce qu'on crée des émules dans le domaine du sport, je peux comprendre. Mais d'autres activités, franchement, ça ne vole pas haut. On a l'impression qu'il y a des professionnels de spectacle qui n'organisent cela, qui en ont fait un fonds de commerce. Derrière, en réalité, c'est un fonds de commerce qui est fait. Donc, festival pour une quelconque nourriture dans un espace, et puis c'est un ministre qui vient. Vous ne voyez réellement pas souvent même le lien de l'activité avec l'action du ministre. Il n'y a pas de lien.
Donc, et puis, parfois, la liste même est très longue, qu'à un moment donné, l'appellation est difficile. Sous la présidence de... Après, il y a les parrains, les marraines. Après, on dit la présence effective de... Il faut trouver des mots même pour accompagner. Et puis après, vous voyez une autre longue liste. Président d'honneur. Et à une autre longue liste, invité spécial. Finalement, l'affiche, vous ne comprenez plus rien. Vous ne savez pas si c'est la parade de ces personnalités qui est programmée ou bien c'est une activité d'envergure qui est programmée. Donc, déjà que l'ancien Premier ministre Christophe Dabiré avait demandé au ministre de faire profil bas, c'était déjà un bon point. Et lui, il vient enfoncer le clou. Et là, je suis en phase, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Il nous faut revoir les parrainages. Il y a des activités, franchement, qui méritent pas ça. Voilà. Et ça contribue aussi à tirer les choses, comme on appelle ça, vers le bas. Donc je termine mon troisième avant-propos en lien avec l'action gouvernementale. Il y a Christophe Ilboudo. Je vois que beaucoup disent qu'il a été détenu pour malversation sous la transition. Il a été gardé à vue parce que l'électricité s'est coupée le jour de la signature de la charte de la transition, si je ne me trompe pas. Donc, mais je ne crois pas que c'est pour un dossier quelconque de malversation. Il a été secrétaire permanent des engagements nationaux. Il a été directeur général de la SONABI. Il a été adjoint au maire de la ville de Ouagadougou. C'est des fonctions qu'il a occupées et assumées. Maintenant, pour l'histoire, peut-être que dans ces dossiers, il y a eu des cas. Mais pour ce qui concerne la transition, ce n'était pas ça. Donc, ça, c'est pour la vérité de l'histoire. Maintenant, les autres dossiers, s'il y en a, je n'en sais pas et je n'en défends pas. Mais pour le cas, c'est parce que j'ai personnellement été interpellé par plusieurs personnes qui demandent pourquoi on l'a reconduit alors qu'on l'a arrêté pour malversation. J'ai dit non, il n'a pas été arrêté pour malversation. L'électricité s'est coupée. Il a été appelé à s'expliquer, gardé à la gendarmerie, et puis ça s'est arrêté là. Maintenant, s'il y a des dossiers de malversation, même s'il y en a, ce n'est pas pour ça sous la transition. C'est cette précision que je voudrais donner en ce qui concerne Christophe Ilboudo. Bon, Jean-Christophe Ilboudo, c'est d'ailleurs dans cette appellation que nous l'avons connu. Voilà ce que j'avais comme avant-propos. Merci pour ces deux avant-propos et le bel hommage rendu à notre doyen Roger Nkiema. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les médias leaders Trui TV et Watt FM. Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du Réseau national de lutte anticorruption, est notre convoqué du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour une fois, merci. Alors, avec vous, nous allons parler lutte contre la corruption. C'est un sujet d'actualité, notamment avec l'opération Main Propre annoncée par le chef de l'État. L'actualité également au niveau du RENLAC, c'est ces journées nationales de refus de la corruption qui ont été lancées hier. Alors, que renferme ce concept-là? Quelle est la différence avec la journée qui a été, avec ce qui a été célébré le 9 décembre dernier, notamment dans son contenu? Merci beaucoup de me donner l'occasion encore une fois de parler de nos activités. Et je voudrais aussi m'incliner sur la mémoire de Roger Nkiema, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement et on a eu à se frotter à un moment donné avec la radio Sanakolonto. C'était vraiment un professionnel de la radio. Il aimait tellement son métier qu'à toute heure, quand vous arrivez à la radio, vous le trouvez, malgré son âge, vous le trouvez assis là-bas. Bon, mais c'est peut-être une bibliothèque qu'on a perdue, mais avec ce que Juge Bougouma a dit tout à l'heure, ce qu'il a laissé là, on ne peut pas trop regretter son passage sur cette terre. Donc, paix à son âme, et merci beaucoup. Maintenant, pour revenir à la question. Quelle est la différence entre ce que nous commémorons à partir d'hier jusqu'au 24 décembre, qui est une activité spécifique du RENLAC, qu'on appelle les Journées nationales du refus de la corruption, que le RENLAC est en train de commémorer pour la 16e année consécutive, avec la Journée internationale de lutte contre la corruption, qui est, comme son nom l'indique, une journée internationale, dont la date de commémoration est fixée au 9 décembre. Bien sûr, le RENLAC participe à la commémoration de la journée internationale avec d'autres acteurs, avec d'autres activités, notamment, je peux dire que dans cette journée internationale, nous avons comme leader l'ASE-LC et les organisations de la société civile
et des organisations internationales comme le PNUD se mettent ensemble autour de l'ASE et on fait un programme de la journée. Et cette année, par exemple, au plan national, cette journée avait un thème spécifique intitulé « Participation citoyenne à la lutte contre la corruption, passons aux actes ». Ça, c'était le thème national au Burkina Faso. Maintenant, cette activité, cette année, a consisté surtout en une déclaration et en une émission télé, qui a un peu fait flop parce que le média qui devait faire cela a eu un problème technique et on n'a pas pu faire l'enregistrement. Mais ce n'est que partie remise. Une déclaration conjointe a été signée par toutes les organisations parties prenantes et rendue publique, en tout cas dans plusieurs organes de presse. Mais les journées nationales du refus de la corruption, et cette journée internationale est à sa 18e commémoration, si je ne me trompe. Et maintenant, notre journée, qui s'appelle journée nationale, donc nationale, c'est vraiment chez nous. Et ça, ailleurs, s'il y en a, ça sera peut-être pas à cette date-là. Donc, notre thème cette année est différent de celui que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'on reviendra sur le thème et le contenu, pourquoi justement le choix de ce thème. Voilà. Vous m'avez dit, ces journées sont à leur 16e édition. Tout à fait. Alors, quand on écoute aujourd'hui la question, on interroge la question de la lutte contre la corruption, pas une semaine sans entendre parler de scandale. Alors, pour les spécialistes, le phénomène prend de l'ampleur. Vous êtes à votre 16e édition. Est-ce que vous ne vous donnez pas continuellement un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que vous sentez vos actions sur le terrain? Les journées nationales du refus de la corruption, en tout cas, chaque année, font un impact. Il y a même un ministre qui nous a dit, le ministre des Mines de l'époque nous a dit que si le RENLAC m'a mis en pole position dans ces journées-là, je risque de perdre mon poste. Et ce qui fut fait, il a lié le fait à notre activité. Pourtant, ce n'est pas ce que nous on cherche. Mais les journées-là, chaque fois qu'on les tient, et je vais prendre un petit exemple. Lorsque nous avons tenu les journées sur le foncier, nous avons eu la participation d'un chef coutumier qui est venu de Kando. Il est venu de Kando, c'est à côté de Koupela, précisément à 7 km de Pouitenga. Il est venu spécialement pour faire un témoignage des problèmes fonciers que leur commune connaît. Suite à ce témoignage qu'il a eu à faire, son dossier a été immédiatement pris en charge par le contrôleur général de l'autorité supérieure de contrôle d'État et une mission et d'audit contrôle a été envoyée dans cette mairie et ça a donné lieu à un rapport qui a exigé la révocation du maire de Kando avec des poursuites judiciaires. C'est juste un petit exemple pour montrer qu'on n'a jamais tenu une GNRC comme ça sans qu'il y ait un impact pratique qui nous a amené à poursuivre. Parce que le dossier de Kando, depuis lors, on est dessus. Ce n'est pas encore épuisé. D'accord. Juge Bougma? Oui, effectivement, c'est des journées qui ont commencé, c'est la 16e, c'est-à-dire qu'il y a un chemin qui a été parcouru. Mais quand vous marquez une pause pour regarder dans le rétroviseur, quels sont vos motifs de satisfaction par rapport à cette journée qui a été lancée à un moment donné où un chef de l'État disait d'ailleurs que partout ailleurs, il y a de la corruption? Question difficile, hein? Matinale est difficile. Mais je veux dire que, comme j'avais commencé à l'expliquer, chaque fois qu'on organise ces journées-là, on a comme l'impression qu'on arrive à amener d'autres acteurs sur le terrain de la lutte contre la corruption. D'autres qui n'étaient pas initialement, soit ils n'étaient pas au courant, soit ils étaient au courant, mais peut-être qu'ils pensaient qu'eux, ils n'étaient pas concernés. Mais avec le thème qu'on aborde, je vous ai donné l'exemple du foncier, on a aussi fait sur les mines, on est en train de faire sur les marchés publics, et on espère qu'avec les marchés publics aussi, on a d'autres acteurs qui vont s'intéresser, pas forcément au RENLAC, mais à la lutte contre la corruption.
c'est parce que, vous savez, l'ambition du RENLAC est d'amener le plus grand nombre de citoyens à adhérer à la cause de la lutte contre la corruption, parce que nous pensons aussi que c'est la condition sine qua non pour que la lutte contre la corruption réussisse. Il faut que le maximum de citoyens s'y engagent. Alors, vous l'avez dit, cette année, vous avez décidé de porter votre regard sur la passation et l'exécution de la commande publique. Alors, pourquoi ce choix-là? Est-ce qu'il y a des chiffres, il y a des affaires sur lesquelles vous estimez qu'il est temps qu'on jette un coup d'œil? Oui. Et quelqu'un même nous a dit, mais nous, on a fait un rapport cette année. Les marchés publics ne sont pas épinglés comme services les plus corrompus. Et quand même, curieusement, on jette nos projecteurs sur ces marchés publics-là. Oui, c'est vrai. Parce qu'en réalité, vous savez que les marchés publics, de par nature, comme on l'a dit, est un secteur corruptogène. Premièrement, du fait que c'est un marché, si on veut dire, c'est un secteur d'activité qui draine beaucoup de milliards. Et depuis 2013 jusqu'à cette année, l'année où les marchés publics ont drainé le moins d'argent, c'est 300 milliards en 2013. Sinon, depuis, c'est au-delà. Non seulement il y a ce grand nombre, cette quantité importante d'argent que ça draine, mais au cours de l'année qui est passée là, nous avons reçu un nombre important de plaintes. Des plaintes relatives donc aux mauvaises pratiques dans le secteur. Et il y a eu un nombre important de litiges sur la passation et l'exécution des marchés au niveau de l'ARCOP. Parce que nous avons une collaboration avec l'ARCOP. Nous avons même un représentant qui est affecté pour tous les dossiers qui peuvent venir. Donc, il y a aussi les résultats des audits de contrôle et des investigations concernant les marchés publics. Il y a un grand nombre de mauvaises réalisations d'infrastructures, et je ne vous le fais pas dire, et même le gouvernement était obligé à un moment donné de s'y arrêter. Et ensuite, il y a les cas dramatiques d'effondrement des infrastructures que vous avez suivis dernièrement, qui ont donné... Et quand le gouvernement a fait le bilan, il y a jusqu'à 170 écoulements, avec, pour les 2 cas de Koudoué et de Dandé, 5 morts d'hommes. Tout ça réuni, avec l'ensemble des révélations, comme vous le dites tout à l'heure, de la presse, nous avons jugé que c'était un sujet d'intérêt plus que préoccupant au plan national, qu'il fallait qu'on s'y attarde. Ce d'autant plus que dans le milieu des marchés publics, le système de marché public met en présence des fonctionnaires avec le milieu des affaires, c'est-à-dire ceux qui brassent l'argent. Et la situation est aggravée parce qu'il y a un grand nombre d'acteurs, j'allais dire, sans scrupules, parmi les fonctionnaires, les entrepreneurs, les contrôleurs, sans indexer un des secteurs, tout particulièrement, dans chacun des secteurs-là, il y a un grand nombre de gens qui ne sont pas intègres, qui créent cette situation-là. Et nous pensons qu'avec le stade où on est, vous savez, si on doit chaque fois construire des bâtiments, et ces bâtiments doivent s'écrouler pour les intempéries, je n'ai même pas parlé du 11 décembre, parce que là, c'est... Bon, je ne vais pas dire que c'est la catastrophe, puisque c'est de toute façon, c'est le même schéma. Voilà l'ensemble des faisceaux qui nous ont conduits à choisir cette année ce thème-là, et pour réfléchir, parce que nous avons une petite ambition d'amener, parce que nous sommes convaincus aussi que autant il y a des acteurs sans scrupules, autant il y a des acteurs conscients. Nous voulons que ces acteurs conscients-là prennent à bras le corps l'assainissement de leur secteur d'activité. Et ensuite, nous, on peut contribuer avec, peut-être de façon extérieure, avec l'autorité supérieure de contrôle d'État que nous allons appeler à collaboration avec l'ARCOP, parce qu'on a un panel là-dessus. Nous comptons amener ces acteurs-là à une introspection et faire en sorte que eux-mêmes là, ils s'engagent à lutter contre la corruption dans leur secteur. D'accord. Beaucoup. Voilà, vous voulez amener ces acteurs à ce qu'eux-mêmes s'engagent contre la corruption dans leur secteur. C'est un objectif, mais comment on appelle ça? Comment est-ce que vous comptez procéder, puisque vous êtes une entité privée, alors que vous investissez dans le marché, dans les marchés publics? C'est vrai, il y a des entreprises privées également
qui exécutent des marchés publics. La plupart des entreprises burkinabées vivent des marchés publics. Maintenant, ça ne va pas être une mince affaire. Ah oui. Comment est-ce que vous comptez avoir leur collaboration? Alors, d'abord, si nous réussissons à les asseoir sur la même table, comme nous l'avons programmé le 22 décembre, et que chacun vienne traiter son sujet et qu'il réponde aux questions, bien sûr, que le public et nous aussi, nous allons leur poser. En tout cas, nous pensons déjà que on aura attiré déjà leur attention. Mais nous ne pensons pas que ça devrait s'arrêter à un panel, parce que ça sera l'occasion pour nous d'établir une certaine collaboration entre eux et nous, qui devrait rester permanente. D'abord, parce qu'il y a certains des acteurs, et nous pensons que s'ils sont au courant de leurs responsabilités, et s'ils sont au courant de ce qu'eux-mêmes ils peuvent faire pour changer les choses, nous pensons qu'ils vont s'engager. En tout cas, c'est très ambitieux, nous sommes très conscients, mais nous pensons que ce n'est pas hors de notre portée, parce que si nous réussissons à établir une sorte de partenariat avec ces différents acteurs-là, assurément, en tout cas, nous allons, en utilisant le dispositif juridictionnel en place, nous allons amener certains, d'abord, à être conscients qu'ils courent des risques. Et ensuite, nous avons aussi l'ambition, non seulement d'amener ces acteurs-là à une prise en charge de la situation, mais nous voulons même proposer qu'il y ait une amélioration du dispositif juridique. Et la proposition que nous voulons faire, s'ils adhèrent, et si le législatif aussi adhère, nous voulons que dès lors qu'un immeuble est construit et qu'il tombe, que ça soit considéré comme un crime. Et à partir de ce moment-là, celui qui a construit l'immeuble, il sera bien sûr poursuivi déjà comme un criminel et il sera obligé, en tout cas si nous réussissons à engranger tout cela, nous pensons que, en tout cas une partie, sinon notre objectif sera atteint. D'accord. Quand vous parlez de commande publique, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un secteur qui est corruptogène, qui brasse beaucoup de milliards. Tout à fait. Alors, quand on regarde le rapport annuel que vous produisez chaque année, alors ce secteur n'est pas épinglé, comme vous l'avez rappelé également. Est-ce que ça ne vous donne pas des idées par rapport à l'insuffisance du rapport que vous avez? Parce qu'il y a des secteurs très peu fréquentés par le grand public, donc des niches de corruption qui souvent passent inaperçues. Est-ce que ça ne donne pas matière à réfléchir sur la façon de conduire votre rapport annuel? Tout à fait, mais comme c'est un cas que nous avons prévu depuis plus de 15 ans maintenant, nous savons qu'il y a des secteurs où en quantité de masse d'argent, la corruption est énorme. Mais en quantité de fréquence, comme il n'y a pas beaucoup de gens, puisque nous, notre classement se fait sur la base de la fréquence. Donc un service qui n'est pas très fréquenté, mais quelle fréquence vous allez trouver pour pouvoir... Cette année, je prends l'exemple de cette année, parce que cette année, les marchés publics ont été cités dans notre rapport. Mais sur 12 500 sollicitations, il y a eu 7 seulement dans les marchés publics. Vous voyez? Parce que peut-être même une seule sollicitation même peut avoir plus d'importance en termes de quantité d'argent que les 12 000 autres. C'est possible. Mais sur 7 sollicitations, il y a eu 2 seulement qui ont informé qu'il y a eu des cas de corruption. Ils ont donné les exemples. Nous avons calculé le taux de corruption de la commande publique, et ça fait 2 sur 7, ça fait 28% le taux de corruption. Mais nous avons une clause, j'allais dire d'exclusion, que nous avons adoptée lorsque sur l'ensemble des sollicitations, un secteur n'a pas été sollicité plus de 30 fois. Nous n'allons pas le classer parce que ça va faire un biais. Nous avons même d'autres secteurs dont le taux de corruption est 100% cette année. Bon, quand nous citons ça, les gens ils nous appellent, ils disent non, qu'il ne faut pas qu'on donne leur cas parce que ça va donner l'impression aux gens qu'ils sont trop corrompus. Taux de corruption 100%, parce que c'est une seule personne qui a sollicité ce service-là,
Et cette seule personne-là témoigne et donne des exemples qui montrent qu'il a été victime de corruption. 1 sur 1, ça fait 100%. Pourtant, la police nationale, la police municipale qui a été classée première, là, son taux de corruption, c'est 75%. Mais la police municipale a été fréquentée par 750 personnes environ. Il y a eu 750 sollicitations. Et dans les 750 là, il y a eu environ 300 qui ont été victimes, 300 cas qui ont été victimes de corruption, qui fait son taux de corruption de 75%. D'accord. Donc c'est la limite d'un sondage. Ça ne peut pas... Le sondage, ce n'est pas la réalité. Ça, nous sommes très conscients de cela. Et chaque fois que nous allons trouver un système qui va nous permettre d'éviter les biais de ce genre de sondage, enfin, j'allais dire d'impair là, on va le faire. Mais on a vraiment, on est au courant et on sait que ça ne veut pas dire que le rapport est à 100%, j'allais dire vérité d'évangile. Non, nous n'avons pas cette ambition-là. D'accord, ok. Bon, c'est vrai qu'à l'occasion, vous n'avez pas vu sur le plateau, j'ouvre une brèche. Quand on regarde les secteurs les plus corrompus selon votre dernier rapport, c'est toujours ceux qui interviennent dans le domaine de la circulation routière. C'est DGTTM, c'est gendarmerie, c'est police municipale, c'est police nationale, mais c'est ceux qui interviennent sur les axes routiers. Là, il y a à interroger également le citoyen. Bon, ça dit que quand on regarde, c'est vraiment ceux qui s'occupent des questions. On a l'impression que c'est beaucoup plus dans ce domaine du trafic routier qu'il y a beaucoup de corruption. Est-ce que, à travers vos travaux, vous avez pu identifier pourquoi? Oui, ce qu'il dit est très juste. C'est 99% des actes qui ont amené la police municipale à ce classement-là. C'est le contrôle routier. Et sans que ces services-là ne soient les services les plus fréquentés, il s'avère que le contrôle routier, on pourrait dire aussi, est corruptogène. Parce qu'il y a des infractions, il y a des pénalités, et il y a des possibilités de transactions, pas tout à fait légales, mais il y a des possibilités entre agents et puis citoyens. Et vous savez, comme quelqu'un l'a dit, si tous les citoyens burkinabés étaient des hommes intègres, on n'allait pas créer le RENLAC parce qu'il n'y aurait pas eu de corruption. C'est parce qu'effectivement, il y a des citoyens qui sont corrupteurs que des policiers sont corrompus. Je n'en disconviens pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Si nous avions obtenu, avant l'insécurité, qu'on retire, par exemple, la police nationale du contrôle routier. Et avec la direction générale de la Sûreté nationale, M. Zongo, en son temps, il avait dit, tant que les policiers sont sur la route, il y a des gens, même le policier même ne lui demande rien. Dès qu'il s'arrête, il vient pour dire bonjour au policier. Le policier même ne l'a même pas arrêté, il n'est pas en infraction, il lui tend un billet d'argent. Donc, il faut qu'on réussisse à les retirer. Malheureusement, avec l'insécurité qui est revenue, on ne peut pas continuer à les garder dans les bureaux. Il faut qu'on les mette sur la route pour essayer de garantir notre sécurité. Et boum, depuis 5 ans, comme il a si bien dit, les services, c'était les 5 là, DGTTM, police nationale, police municipale, gendarmerie nationale, douane, les 5 là sont toujours les 5 premiers, depuis 5 ans. Et quand on regarde, c'est toujours sur ces opérations-là. Mais, en tout cas, avec l'insécurité, nous n'allons plus faire une proposition de dire de retirer ces gens-là, parce que s'ils ne sont pas là, je ne sais pas ce qui va nous arriver. Mais comment faire pour qu'en même temps qu'ils soient sur les routes et qu'ils ne soient pas acteurs de corruption? En tout cas, c'est la question sur laquelle nous sommes en train de plancher. En tout cas, nous sommes aussi prêts à rentrer en discussion avec eux. Le maire de Ouaga nous avait d'ailleurs une année, il y a 2 ou 3 ans, proposé de faire une séance de travail, sinon des séances de travail, pour voir comment on peut aider la police municipale à améliorer sa situation. Malheureusement, lorsqu'on a établi le planning et qu'on a établi les activités qu'on allait mener ensemble, bon, la mairie est restée muette, nous avons fait des relances, bon, à un moment donné, pour que ça n'apparaisse pas comme un harcèlement, on a arrêté, parce qu'on sait que s'ils ont eu l'initiative de nous demander
de faire quelque chose, et après eux-mêmes ils sont arrêtés, ils ne nous sollicitent plus, c'est qu'il y a un problème à l'interne et nous n'avons pas une emprise sur ce problème-là. Donc, bon, ça n'a plus... On s'est arrêté là. D'accord. Alors, mais sur les axes routiers, il y a quand même des citoyens burkinabés à qui parler. Parce que, comme vous l'avez dit, souvent, il est arrêté, on lui dit, bon, vous avez fait ci, il dit il est d'accord, vous êtes verbalisé à telle hauteur, il dit qu'il est d'accord. Oui. En même temps, il demande, est-ce qu'on peut se voir? Il dit, il veut payer, voilà, est-ce qu'on peut se voir? Il y a d'autres qui commencent par dire, est-ce qu'on peut payer sur place? Je dis, non, on ne peut pas payer sur place parce que je n'ai pas de quittance, il faut venir à la base. Mais est-ce que nous, on peut se voir? Voilà. Il y a un citoyen qui aussi, il faut parler, et puis à un moment donné, il y a des policiers aussi qui ont refusé de fléchir, et puis il y a un supérieur qui t'a appelé, après tu as des problèmes. Tout à fait. Le mieux, c'est tu dis, bon, prochainement, je prends mon billet, et puis je ne me crée plus d'ennuis. Je ne me crée pas de problème. Il y a ces deux réalités-là, comment on fait? En tout cas, nous pensons que quelque chose que nous pourrions aussi faire, c'est faire un travail de sensibilisation auprès des usagers et de la voie publique. Mais c'est compliqué parce que l'usager, souvent il a des impératifs. Il est à moto, il veut pouvoir continuer la course pour laquelle il s'est engagé. Et devant ces genres d'impératifs-là, en tout cas très souvent, les gens ne raisonnent plus. Ils parlent plutôt pratique. Et quand on regarde les montants des infractions légales qu'il faut aller payer et les sommes qui sont proposées aux policiers pour passer, bon, souvent c'est du simple à la moitié ou bien au quart. Ça peut être motivant aussi pour la bourse du citoyen à cause de ces situations économiques. Mais je suis d'accord qu'on pourrait essayer de faire une grande campagne de sensibilisation pour que les usagers eux-mêmes, d'abord, travaillent à ne pas créer, à ne pas se mettre en situation d'infraction. Parce que ça commence déjà par là. Parce que c'est l'incivisme qui les met dans cette situation. C'est vrai qu'une fois, par inadvertance, on peut faire une infraction, mais il y a certains, je vous assure que c'est systématique. Quand ils voient un feu rouge même, ils ne regardent jamais, ils passent seulement. Tant qu'il n'y a pas un policier, ils vont... Bon, donc il y a un travail de civisme que nous devons forcément faire. Peut-être que ça va amener même à améliorer le classement de ces services-là. Bon, mais c'est vraiment peut-être... et le travail citoyen, la conscientisation des citoyens, c'est une œuvre de très très longue haleine et il y a beaucoup d'en dessous, quoi. Comme Bougouma le disait tout à l'heure, si par exemple quelqu'un est prêt pour payer sur place et il n'y a pas de quittancier, vous voyez que là, on est en train de le conditionner pour faire la corruption. Parce que ce monsieur, si par exemple il doit laisser sa carte grise, il a supposé par exemple qu'il est en train de voyager pour aller à Dori. Il doit laisser sa carte grise et qu'il va aller à Dori, il va rester 1 mois ou quelque chose comme ça. Vous voyez qu'il sera plus tenté à dire aux gens, écoute, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement, puisqu'il n'y a pas de quittancier. Bon, et certains, quand l'infraction c'est 12 000, et il sait qu'en donnant 2 000 ou au grand maximum 5 000 aux policiers, il va passer. Ah, vous voyez que... c'est pas facile. Hein. La tentation est grande. La tentation est très très grande. Bon, mais on peut en tout cas qu'on soit avec lui, qu'on peut faire un travail, mais je suis persuadé que ça sera de longue haleine. D'accord, il y a un travail de fourmi qui est fait, vous l'avez rappelé, chaque année on a un rapport qui donne la photographie de la perception des citoyens quant à la question de corruption au Burkina Faso. Vous avez rappelé aussi le travail qui est fait par l'ASE-LC chaque année. Alors, est-ce que vous avez en tête des victoires d'étape qui finissent par vous convaincre qu'il faut continuer la lutte? Oui. Oui, même hier, j'ai reçu le verdict d'un procès qui a eu lieu sur des cas de vente de places dans un établissement public où le proviseur et 3 ou 4 de ses collaborateurs ont avoué leur culpabilité. Ils ont été donc reconnus coupables et ils encourent des peines de prison. Ça, c'est à Bobo-Dioulasso. Et il n'y a pas 2 mois, à Koudougou, il y a un infirmier, un agent de santé
qui soustrayait des argent pour faire des interventions dans le noir. Et il a fait cette intervention-là sur une dame qui malheureusement a perdu la vie. Et lorsque les parents nous ont approchés, nous avons engagé une procédure judiciaire contre le monsieur et son aide opérateur. Ils ont été jugés, reconnus coupables et condamnés à des peines qui vont les amener à perdre leur emploi. Bon, certainement, ils vont faire appel, mais bon. Et ça ne sera pas une première, parce que ces 2-3 dernières années, nous avons poursuivi en justice un peu moins d'une trentaine de dossiers comme ça. Et presque la plupart de ces dossiers-là, nous les avons gagnés. Je dirais par exemple le maire de Pouni qui a été jugé et condamné, le maire de Lobou jugé et condamné, le directeur général des engagements nationaux jugé et condamné, même si il n'a jamais purgé sa peine et en appel, il a réussi à transformer sa peine en sursis. Vous voyez, il y a franchement, sans nous vanter, nous avons des motifs de satisfaction, des cas. Tout dernièrement, nous avons eu un procès de corruption électorale à Ziaré. Il y en avait 3. Tous les 2 qui sont passés au tribunal ont été reconnus coupables, condamnés, et ils ont été frappés d'une sanction que nous jugeons importante. Ils ont été frappés d'inéligibilité pendant 5 ans. Ils ne peuvent même plus être candidats. S'ils voulaient, en tout cas, ils ne peuvent plus. Bon, si on considère que ces mesures-là peuvent être appliquées, en tout cas, nous pensons que c'est petit, mais c'est notre petite contribution, puisque nous-mêmes, nous sommes petits. Voilà ce que je peux dire. Je rappelle à ceux qui nous prennent en marche que Sagado Nakanabo est notre convoqué du jour. Il est le secrétaire exécutif du Réseau national de lutte anti-corruption. Alors, juge Bougma, je le rappelais en début d'émission, c'est vrai que la corruption, c'est un sujet d'actualité. Le chef de l'État, dans son message du 25 novembre dernier, annonçait l'opération Main propre, et cela en collaboration avec les structures telles que la SELC et votre structure, le RENLAC. Comment vous avez accueilli ce message du chef de l'État? En tout cas, j'ai dit aux gens que nous étions contents, enfin, parce que depuis 2018, nous lui demandons de faire ça. Nous n'avons pas utilisé le mot main propre, mais nous lui avons demandé de faire le ménage autour de lui-même. Dans son environnement immédiat, il ne peut pas continuer à accepter que les gens disent autant de choses sur ses plus proches collaborateurs et il ne fait rien. Et nous avons cité son directeur de cabinet, nous avons cité les opérations de mission. Bon, ces derniers temps, il y a des opérations d'hélicoptères qui sont venues s'ajouter. Nous avons dit non. À partir du moment où sa politique engagée était tolérance zéro sur la corruption, s'il continue de se taire sur ça, tolérance zéro là devient un faux slogan, puisque c'est devenu l'impunité, c'est devenu tolérance 100% de la corruption, puisque on cite des gens, soit vous communiquez pour dire, comme ce que Bouma a dit sur l'ancien directeur de la Sonabel, soit vous communiquez pour dire non, ce que vous avez dit, ce que la presse a révélé sur un tel, c'est faux, voilà les faits, ou bien vous déposez en bonne et due forme une plainte en justice, l'affaire est jugée. Parce que l'exécutif est injusticiable. Ils peuvent déposer des plaintes contre des choses et puis juger. C'est d'ailleurs dans cet esprit-là que lorsque beaucoup de gens parlaient des salaires induits des ministres, et bon, presque personne ne faisait rien, nous avons pris notre responsabilité et nous avons déposé une plainte contre un certain nombre de ministres sur la base des informations qu'on a sur leur émolument qui n'étaient pas conformes au décret qui fixait leur traitement. Depuis le 18 juillet 2020, nous avons déposé cette plainte-là. Maintenant, si c'est jugé, on saura si le gouvernement avait raison de signer des contrats avec certains en particulier pour que leur traitement dépasse 1 100 000 et comme prévu par le décret. Donc, c'est très bien que le chef de l'État, enfin, après 6 ans que dure son mandat, il pense que c'est mieux de faire une opération main propre. Mais maintenant, quel sera le contour réel de cette opération main propre?
En tout cas, nous, d'office, si nous sommes sollicités, nous allons apporter notre contribution. Parce que vous vous souvenez que le 18 novembre dernier, nous avons interpellé l'exécutif, le judiciaire et le législatif ensemble sur une même tribune pour leur dire ce que nous proposons pour qu'ils puissent mettre au cœur de leur fonctionnement la lutte contre la corruption. Donc nous pensons que nous ne disons pas que c'est notre interpellation qui a, puisque l'exécutif était d'ailleurs absent à l'interpellation, c'est les autres qui sont venus. Mais nous prenons ça d'office comme entrant dans le sens de ce que nous voulons faire. Donc nous sommes prêts à collaborer. Et dans ce sens, d'ailleurs, nous avons commencé à le faire parce que le contrôleur général d'État, M. Luc-Marie Sibriga, nous a approché. Il dit que comme on a entendu le discours comme lui, est-ce qu'on ne va pas l'aider à préparer un document pour que dès qu'il sera sollicité, qu'il n'aille pas y revenir, qu'il remette le document sur le champ. Et je crois que c'est fait. D'accord. Juge Bourma. Alors, d'accord, vous dites que vous l'avez accueilli avec grande satisfaction, oui, parce que c'était déjà votre sollicitation depuis 2018. Naturellement, la première étape consiste à comment on appelle cela, à faire le point de cette situation, chose que le contrôleur général dit que c'est juste pour actualiser parce que comme il y a un rapport qui est remis chaque année, le chef de l'État a les rapports, certainement avec les personnes morales ou physiques épinglées là-dedans. Maintenant, il y a une autre étape. Bon, quand il dit qu'il va le faire en collaboration avec la justice et la SELC, alors qu'on sait que la réalité aussi, c'est que ces entités ont parfois des problèmes de moyens pour pouvoir mener à bien leur action. Tout à fait. Voilà. Donc, parce que là aussi, ça doit suivre. Ça ne doit pas être seulement une bonne intention, mais si la justice n'a pas les moyens, ou si la SELC n'a pas les moyens conséquents, ça ne va pas être évident. Alors, la question que je voudrais poser par rapport à cette affaire de moyens, est-ce que dans la sollicitation qui vous a été faite aussi, il y a eu cette contribution-là? Non, parce que l'ASE et nous avons une collaboration permanente. Quand ils ont des soucis pour un dossier ou quand ils ont une plainte qu'ils pensent que nous pouvons gérer, et vice-versa, nous échangeons les dossiers. Maintenant, ce que vous dites est très pertinent parce qu'il y a des pôles ECOFI qui sont censés être des pôles spécialisés dans la lutte contre la grande criminalité financière. Mais ces pôles-là, non seulement il n'y a pas assez d'argent, et les agents qui y sont n'ont pas assez de moyens pour faire leur travail, ils ne sont même pas libérés dans le temps pour ne faire que cela, parce qu'ils continuent aussi de faire les trains quotidiens de chèvres ou de poules volées, de telle sorte que comme là-bas c'est plus facile d'ailleurs, très souvent c'est les grands dossiers là qui dorment dans les couloirs. De ce point de vue, c'est sûr qu'il y a un impact financier. Et l'ASE d'ailleurs, c'est le service qui traîne le plus de lourdeur parce que l'ASE n'a pas de budget conséquent et ensuite il n'a même pas le personnel qu'il faut suffisamment pour faire son travail. Donc c'est clair que si ce n'est pas accompagné aussi d'une mise à disposition de moyens, c'est pas financier seulement, il y a même des ressources humaines pour faire l'opération, parce que ça se fait avec des hommes. Si vous n'avez pas des gens, même pour laver les mains, vous voyez, c'est vrai qu'il faut du savon, il faut de l'eau, mais il faut aussi, voilà, il faut la ressource. Donc je suis d'avis avec lui, mais en tout cas pour le moment, ce n'est pas un sujet qui a été abordé dans ce sens. Bon, parce que c'est pas que c'est pas prioritaire, mais peut-être que la réflexion au niveau du chef de l'État n'est peut-être pas aussi mûrie comme ça, parce que souvenez-vous que quand même ce discours-là a été prononcé à un moment où la tension était vive. On peut faire déjà l'annonce, mais en se donnant le temps de réfléchir pour voir de façon concrète comment on va mettre la charrue devant les bœufs et puis pour que ça
ça puisse... l'attelage puisse marcher. Puis que ça puisse marcher. Alors, donc, bon. C'est vrai, vous l'avez dit, il faut la contribution de tout le monde, l'exécutif, le judiciaire, il y a aussi comment on appelle ça, le parlementaire qui doit aussi jouer son rôle. Mais le chef de l'État, en tout cas, après son discours et après ce que le Premier ministre a dit, on sent une volonté politique, mais il y a aussi une réalité, la séparation de pouvoir. Voilà. Donc entre la volonté politique et la réalité du terrain, est-ce que vous n'avez pas de craintes à ce niveau, parce que le procureur aussi peut s'auto-saisir sur certains dossiers? Oui. Au niveau de la justice, d'ailleurs, comme c'est un de nos collaborateurs aussi, parce que pour la mise en œuvre de la loi anticorruption, nous avons signé un partenariat avec le ministère de la Justice. Nous savons que là-bas aussi, on a fait une image une fois pour dire qu'on a l'impression que la construction du toit de la justice, là, il y en a qui mettent les pailles et d'autres qui les tirent, quoi. Donc la justice elle-même, elle a ses propres problèmes internes. Vous vous souvenez qu'il y a 34 magistrats qui avaient été épinglés pour un conseil de discipline, et ensuite il y a d'autres qui ont remis en cause les conclusions. Et il me revient qu'il y a environ une semaine qu'il y a encore une autre session du conseil de discipline qui s'est tenue et qui a sanctionné 3 ou 4 magistrats. Je ne sais pas si ça va marcher. Tout ça aussi montre que le chef de l'État peut avoir la volonté de faire, mais en tout cas, c'est sûr que ce ne sera pas une opération facile. Opération main propre, parce qu'il y a des grands intérêts qui sont en jeu. Forcément, il y a des gens qui doivent perdre les plumes. Ils vont pas s'asseoir tranquillement et puis accepter de perdre leurs plumes comme ça. Eux aussi, ils vont se battre pour ne pas perdre les plumes. Donc, c'est sûr que ça serait une opération difficile. Mais moi, je pense qu'on n'a pas le choix. Le chef de l'État, il a la partie régalienne. Et il a même son pouvoir discrétionnaire. Il y a des choses qu'il peut faire. Et s'il fait ça déjà, par exemple, il a resserré un peu son gouvernement, même si on peut ne pas être satisfait du passage de 36, de 34 à 26, si on peut ne pas se satisfaire de ça. Mais il faut reconnaître que c'est déjà quelque chose. Peut-être qu'on pouvait même descendre jusqu'à 20, comme on a vu suggérer dans la presse. Mais bon, 25 quand même, c'est plus proche de 20 que 34. Donc, il y a ce qu'il peut faire. Et s'il fait déjà ce qu'il peut faire autour de lui, si ses collaborateurs immédiats, qu'il peut faire partir sans avoir des comptes à rendre, s'il fait ça déjà, moi je pense que il y a quelque chose qu'il peut conquérir, qui peut l'aider, c'est-à-dire la confiance des citoyens. Mais si lui-même ne fait pas quelque chose de frappant, qui montre qu'avec son dernier mandat dans lequel il n'a rien à perdre, il peut frapper dans la fourmilière, s'il le fait, il va engranger un capital de confiance qui lui permettra d'avoir des coups de franche pour avancer dans l'opération main propre. Mais s'il n'est pas capable d'initier un petit coup, bon, on va être dans un perpétuel recommencement, sinon même qu'on va être dans l'enlisement. D'accord. Juge Bouma? Oui, il y a aussi l'autosaisine au niveau du Burkina Faso. C'est vrai que de plus en plus il y en a, oui. Mais sur ce terrain-là aussi, c'est une justice qui se fait attendre. Vous êtes dans le domaine, parce que voilà. Alors vous dites que vous collaborez bien avec la justice. Qu'est-ce qui explique cela véritablement? Alors, il faut dire que les acteurs de la justice sont à l'image de leur société. Il y a parmi les acteurs de la justice des brebis galeuses. Ce n'est pas parce qu'on est devenu magistrat et qu'on est brebis galeuse qu'on va changer. Donc, il y a opération main propre à faire aussi en leur sein. Parce que si celui qui doit juger n'est pas intègre, il est très fort probable que son jugement non plus ne reflète pas l'intégrité. C'est vraiment ça le fond que nous avons découvert dans l'appareil judiciaire, mais aussi un esprit de corps. La volonté de couvrir le collaborateur d'impunité. On sait qu'il a fait une faute grave, mais comme c'est son promotionnaire, le magistrat Sawadogo Narcisse, il a reconnu sa faute en première instance. Il a demandé pardon au peuple burkinabé. Il a été condamné en première instance et en appel, la composition du tribunal qui était là, ils ont trouvé même que l'infraction pour laquelle il a été condamné en première instance n'est pas constituée. Donc, ils ont annulé la décision du premier juge.
et c'est bloqué. Parce qu'en tout cas, il nous revient que jusqu'à présent, Narcisse n'a pas pu bénéficier de cette largesse-là pour reprendre ses fonctions. Et que, bon, peut-être même qu'il encourt d'autres procédures pour revoir comment il sera sanctionné. C'est cela qui explique. Donc, si vous avez un esprit de corps et en votre sein, il y a des brebis galeuses, forcément la justice va être affaiblie. Bon, sans compter qu'il ne faut même pas exclure qu'avec le système, l'institution judiciaire a des nouvelles lois que certains peuvent ne même pas bien connaître. Ça pose même un problème de compétence du juge. Sans compter que pour des infractions économiques, ça demande même d'autres cultures, d'autres compétences qu'on n'apprend pas à l'ENAM. Il y a aussi tout ça, mais je pense que tout ça c'est secondaire. Le fond, c'est la couverture du collègue et le fait qu'il y a des collègues indélicats. D'accord, vous l'avez dit, il y a des enjeux financiers, il y a des gens qui risquent gros dans cette affaire-là. Vous avez parlé aussi des défaillances qu'on a au niveau de la justice. Finalement, est-ce que vous avez foi ou bien vous êtes comme beaucoup de Burkinabés, vous êtes dans le wait and see? Et, en tout cas, pour avoir vécu 6 années sans résultat, vous comprenez bien qu'on soit dans le doute. Mais nous sommes convaincus que le chef de l'État peut encore faire quelque chose. S'il sort de sa torpeur actuelle, parce que peut-être que aussi sentimentalement, le chef de l'État n'est pas un baroudeur. C'est pas quelqu'un qui est énergique, qui est prompt à prendre des mesures dures. Or là, il faut prendre des mesures dures. Peut-être qu'avec l'accompagnement de son Premier ministre, que je ne connais d'ailleurs pas, donc je ne peux pas dire, peut-être que si le Premier ministre est d'un tempérament contraire, peut-être que lui, il pourra, s'il a les mains libres, ou même s'il se donne les mains libres, parce que les gens croient qu'un Premier ministre, c'est un bâton qui fait ce que la main ordonne. Non, un Premier ministre peut avoir des initiatives, il peut même, j'allais dire... la tendance. Il peut faire un outsider devant celui qui l'a nommé pour faire certaines actions pour le salut de tous. Peut-être que ça aussi, c'est une éventualité, mais nous voulons être dans l'espérance que cette fois-ci ne sera pas comme les autres. D'accord. Juge Bouma, dernière question ou dernier commentaire avant qu'on ne referme le portes de cette émission. Non, dernier commentaire, c'est de souhaiter beaucoup de courage au RENLAC. Ce n'est pas aussi simple. Merci beaucoup. Maintenant, bon, c'est vrai, le constat, c'est le petit sur la circulation routière. Maintenant, les gros dossiers sont difficiles à aborder, à amorcer, parce que ça demande également de gros moyens. Mais c'est l'ASELC aussi qui a besoin aussi de moyens pour mener en profondeur les investigations et une justice aussi qui doit bouger avec des moyens conséquents. Tout à fait. Voilà. Merci, Juge Bourman. Merci également à M. Sagado Nakanabo. Vous êtes le secrétaire exécutif du Réseau national de lutte anticorruption. Avec vous, on a parlé des journées nationales du refus de la corruption, également votre regard sur les ambitions du chef de l'État, notamment quant à la lutte contre la corruption. Merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. On va mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour la 5e et la dernière, toujours avec la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.